Vas-y, on passe à Chapoutot direct, non? Du coup, là, on arrive à DEFG. J'ai très très hâte de savoir quelles seront ces lettres, mais j'ai l'impression que voilà, on va continuer de reparler du coup de la pensée nazie, de la pensée fasciste, et bien évidemment, toute ressemblance avec des faits actuels serait parfaitement hasardeuse, fortuite et n'aurait absolument rien à voir avec la description objective du fait que c'est nous qu'on a raison quand on dit que c'est des putains de nazis. Vous êtes prêts? Allez. On a dévitalisé de plus en plus les juridictions normales au profit des procédures administratives. Oh! Est-ce qu'on va parler du fait que Hitler était très admiratif des lois ségrégationnistes états-uniennes et qu'il espérait. Et d'ailleurs, c'est un truc que dit Chapoutot, c'est que lui, c'est le moment où il s'est dit: oh putain, c'est la merde, la France se dirige vers une pente fasciste. C'était au moment de la loi immigration. Et c'est hyper intéressant parce que c'est aussi avec cet angle autour du droit et la façon dont le droit organise la société et donc permet et légitime de modifier la perception qu'ont les gens du monde. Quand les gens disent OQTF pour désigner une personne, c'est une façon dont le langage du droit vient modifier la perception puisqu'il vient chosifier, transformer une personne avec une vie, une histoire, un parcours, etc., en une chose administrative. Et ça, c'est un aspect sur les nomades, par exemple. Roms, tziganes, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'aspects là-dessus. Bref. Rien que la domination de ce qui est juif dans le droit des années 30. Oui, de fond. De plus en plus de délits, de crimes, voire de simples infractions vont être traités directement par la police. Et ce régime-là, c'est le régime du camp de concentration. Oui, dès comme droit, parce qu'on se demande, il y a quand même un droit international qui existe, comment Hitler et les nazis ont reformulé le droit, enfin, comment ça s'est joué au niveau germanique. C'est vrai qu'à cette époque, si on parle de droit international, on sort et on est encore dans ce qu'on appelle le consensus westphalien, c'est-à-dire la reconnaissance qui grandit progressivement dans la diplomatie des États européens, autour de principes centraux, autour de la souveraineté des États, de la façon dont les États vont traiter entre eux, etc., etc. On sort d'un système et à la sortie de la Première Guerre mondiale se crée la Société des Nations, la SDN, pour justement réfléchir à codifier, universaliser ce qui était jusqu'ici des alliances, voilà, et c'est aussi pour couper en fait ce qui est analysé comme un des trucs qui a mené à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire la multiplication des alliances qui crée en fait par effet de domino le fait que le monde entier aille dans la guerre parce que tu es allié avec un tel, qui est allié avec un tel, qui est allié avec un tel, et en fait un tel avec qui il est allié, son archiduc qui se fait buter, du coup en fait l'autre il rentre en guerre avec lui, mais du coup tout le monde. Bref, vous avez capté. Trigger warning, cours d'AGGSP, oui de fou. Mais en fait c'est aussi parce que c'est une période d'émergence du concept même de droit international. Il y a pas mal de juristes que j'ai entendu en parler qui parfois disaient oui, la SDN c'est un petit peu le brouillon de l'ONU, c'est un peu une façon de considérer que l'ONU est une chose aboutie et qui arrive à la fin de l'histoire, alors que bon, l'ONU peut parfaitement être perfectionnée, on peut très bien penser à un monde post-onusien aussi, bref. Mais la Société des Nations, il y avait sur ce principe-là, par exemple, de souveraineté des États, il y avait ce principe-là que les États pouvaient adhérer volontairement, mais aussi décider d'arrêter d'adhérer quand ils voulaient. Ça a été le cas notamment de l'Allemagne nazie, ça a été le cas, etc. C'était aussi là où se réglaient et se décidaient les mises sous tutelle des anciennes régions des empires continentaux, parce que du coup, la fin de la Première Guerre mondiale, c'est le démantèlement des empires continentaux, notamment l'Empire ottoman, le début du coup de la tutelle franco-britannique sur une grande partie du Levant, etc., etc. Et tout ça, c'était des trucs qui étaient décidés par des mandats du coup de la Société des Nations. C'est l'endroit où s'organisait un petit peu cette mise sous tutelle coloniale, impériale, etc., etc. Donc tu avais un petit peu ce truc, l'ONU vient corriger ça en disant que la condition pour être un État, c'est d'être reconnu par l'ONU, donc tu n'as pas le choix d'adhérer à l'ONU. Ta reconnaissance comme État dépend de ta participation à l'ONU, mais qui ne règle pas le problème que du coup, à partir du moment où tous les États sont obligés de faire partie de l'ONU, ils peuvent très bien mener une politique de la chaise vide, ils peuvent très bien y foutre la merde, comme les États-Unis. Ou alors, simplement, l'accès à la reconnaissance onusienne peut être stoppé par un refus des grandes puissances qui quand même gardent un rapport de force important en étant dans ce qu'on appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est le fameux petit club des pays qui ont la bombe nucléaire et de quelques pays qui participent momentanément, mais en fonction des alliances des uns et des autres. Consensus westphalien, c'est le traité de Westphalie. Ouais, c'est ça, c'est le traité de Westphalie, exactement. SDN, brouillon de l'ONU, c'est ce qu'on apprend au collège lycée aussi. Oui, mais en fait, parce qu'on a tendance à renvoyer ça à un brouillon de l'ONU parce que c'était un moment où les juristes essayent d'expérimenter la possibilité d'un droit international. Mais en fait, c'est des questions que se posent encore les juristes internationaux aujourd'hui. Donc en fait, c'est plutôt une construction permanente et continue de la possibilité d'une paix internationale, de structures unificatrices, d'avoir une base commune de discussion politique entre tous les États, etc. C'est un truc qui est continu. Mais par exemple, tu vois, typiquement, un très bon exemple d'à quel point l'ONU est aussi un brouillon
du monde post-onusien, du monde qu'on aura lorsque l'ONU ne sera plus, et l'ONU sera dépassée un jour, hein. L'existence même du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est deux choses. C'est à la fois l'impuissance de la Société des Nations à régler des conflits, donc se dire que pour qu'il puisse avoir une puissance obligatoire de l'ONU, pour que l'ONU puisse décréter qu'à tel endroit on envoie des troupes pour sécuriser des endroits, pour sécuriser des traités, des trucs comme ça, etc. C'est une imposition de la force qui s'oppose à l'idée que les États sont souverains et donc qu'on peut rien faire sans leur avis, quoi. Et du coup, ça vient corriger ce qu'on analysait comme l'impuissance de la Société des Nations. Sauf que la création du Conseil de sécurité des Nations Unies impose aussi un système international à plusieurs vitesses, où en fait finalement les pays les plus puissants, parce qu'ils ont la bombe atomique, les pays les plus puissants, parce que c'est des puissances guerrières et des puissances coloniales, se retrouvent à avoir un droit de veto absolument immense sur tout ce que peuvent décider les autres. C'est-à-dire que dans un contexte de décolonisation et d'émergence de beaucoup de nouveaux pays qui en veulent un petit peu à leurs anciennes métropoles coloniales, le Conseil de sécurité sert aussi à verrouiller la portée que peut avoir le fait d'avoir tous ces pays récemment décolonisés dans lesquels il y a des mouvements un petit peu socialistes qui commencent à se créer, quoi. Donc voilà, donc rien que le Conseil de sécurité qui est censé corriger une erreur de la Société des Nations est déjà un déséquilibre de pouvoir en soi. Il y avait du droit international avant la SDN. La SDN, c'est plutôt le droit des empires coloniaux vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Oui, mais alors, il y avait du droit international. En effet, le droit international par la coutume, par les traités, etc. Oui, mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut avoir des normes universelles et un droit qui s'applique à tout le monde, partout. Et c'est ça un petit peu la nouveauté, c'est l'universalisme. Mais oui, mais qui arrive avec l'ONU en réalité, l'universalisme, mais qui commence à être discuté au moment de l'entre-deux-guerres. Pardon. Donc en effet, il y a cette émergence-là d'un droit international qui balbutie et qui est encore le reflet finalement, en effet, de la colonialité des empires dont les juristes sont issus, quoi. Alors comme d'habitude, les nazis ne viennent pas de rien et se greffent sur des traditions intellectuelles, académiques aussi, de long terme. Il y a eu, et d'autres l'ont bien montré, je pense à Olivier Jouan-Jean, grand historien du droit allemand, qui parle de cette querelle entre romanistes et germanistes au XIXe siècle. Est-ce qu'on doit s'orienter vers le modèle du Code civil de Justinien et vers le modèle du droit romain, ou est-ce que l'on doit, au contraire, ressusciter les vieilles traditions de droit oral, de droit jurisprudentiel, et non pas codifié? Bon, ce sont des débats qui ont lieu au XIXe siècle. Les nazis embrayent là-dessus, et embrayent également sur une critique du droit international naissant. Le droit international, on peut estimer qu'il se formalise vraiment à la fin du XIXe siècle, début du XXe, et de manière beaucoup plus nette avec le traité de Versailles. Le traité de Versailles est un traité de droit international qui crée la Société des Nations, ça fait partie du traité de Versailles, qui crée donc cette République des États à Genève, où on va tenter de prévenir les conflits par la discussion, par le vote, et on va tenter de résoudre les conflits par l'arbitrage. Et arbitrer aussi les possessions coloniales, accompagner, donner un cadre aussi. Voilà, encore une fois, la SDN, c'est un droit colonial. Il y a d'autres formes possibles de droit que romain et germain. Il doit y en avoir d'autres, j'imagine. Il y a des droits, il y a des formes de justice tribale, donc qui doivent être accompagnées aussi. Si on devait les codifier de droits qui correspondent en fait à ça, on peut appeler ça du droit à partir du moment où il y a ça. J'imagine qu'il y avait des formes de droits, des droits mixtes entre le théologique et le civil, qui doit modifier, j'imagine, la structure de. En fait, j'ai l'impression que la distinction entre droit romain et droit germain, c'est très occidentalo-centré. Oui, il y a un droit chinois qui est très intéressant parce qu'il est en pleine réforme en ce moment. Il y a des réformes assez silencieuses du droit chinois en ce moment. Je sais pas, j'ai lu un long TikTok d'une meuf qui a fait sa thèse sur le système juridique chinois et qui montre que justement il y a ce mélange entre une administration très locale du droit, donc il y a un peu à la fois ce mélange un peu qu'on peut rapprocher de logique tribale, puisque en fait l'idée c'est de régler les conflits et de repacifier à l'échelle d'un village, à l'échelle d'une petite communauté, etc., dans laquelle va intervenir un juge itinérant qui va régler les disputes quand il y a besoin d'une partie neutre, ensuite dans lequel va intervenir des cours régionales, et avec ce système à plusieurs échelons, et dans lequel aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le droit chinois commence de plus en plus à codifier par le haut des façons de gérer, notamment sur le TikTok que j'avais vu, c'était sur la question de la gestion des violences sexistes et sexuelles, notamment de la question du viol conjugal, mais pas que, où cette appartenance très très locale du droit, et notamment de cette gestion de conflits qui est considérée comme des conflits domestiques, fait que les avancées en termes de droits des femmes qui sont faits au niveau national ne se répercutent pas forcément sur la façon dont les conflits sont gérés au niveau local, puisqu'au niveau local, c'est encore la fierté, l'honneur familial qui est défendu, etc., etc. Et on a vu l'État commencer à codifier des directives pour dire non, quand vous allez régler ce genre de truc, vous devez le faire de telle et telle et telle et telle façon. Donc en fait, commencer à avoir une approche un peu plus descendante pour vraiment
rendre plus universelle l'application des principes communs, quoi. Et donc ça c'est intéressant parce que du coup, tu as ce droit qui était plutôt ascendant dans sa façon de s'écrire, ou plutôt un système à plusieurs échelons, commence de plus en plus dans des endroits sensibles, notamment sensibles pour la société chinoise, hein. La question du féminisme devient de plus en plus importante pour les jeunes générations de femmes qui étudient, qui machin, etc. Et donc cette nécessité du coup de mélanger encore plus l'approche descendante pour s'assurer l'universalité. Enfin bref, je trouve ça fascinant. J'y connais rien en droit, mais je trouve ça hyper intéressant en tant qu'objet politique. La façon dont, comment on administre une société, quoi. La force, et c'est une forme de démocratie des États qui doit s'opposer à la guerre. C'est le vieux projet kantien de la paix perpétuelle qui date de 1795, un État des États, une république des nations, réunis en parlement dans un lieu neutre à Genève, et qui va débattre pour éviter de se battre. En gros, c'est ça le principe. Ça a été très bien étudié par un historien français qui s'appelle Jean-Michel Guilleux, hein, dans sa thèse qui s'appelle Le Rameau et le Glaive, et qui montre que on essaie d'opposer la logique rationnelle, démocratique, du colloque des raisons, à la logique de la force brute. Hyper basé, Jean-Michel Gueux. Je l'avais interviewé pour mon mémoire ou je l'avais juste cité? Mais oui, ultra basé, Jean-Michel Gueux. Il n'y en a pas 36 000 des historiens de la paix, hein. Mais bref, c'est une des références là-dessus. Autrement dit, on essaie de transposer à l'ordre international ce qui est déjà censé être le cas dans l'ordre interne, c'est-à-dire l'intermédiation. Si on a un conflit tous les deux, on ne va pas se taper dessus, on va en référer à un tiers parti, la justice, qui va arbitrer sur le fondement d'un code qui est connu nous deux, ce conflit qui nous sépare, et on va le régler civilement comme cela. Eh bien, ça doit cette logique interne du droit civil doit s'étendre au droit international. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une tradition allemande. C'est Kant quand même, hein. Reprise évidemment par d'autres ensuite. Et les nazis vont être en opposition frontale à ce qui est pourtant une création d'un génie philosophique qu'ils célèbrent par ailleurs, mais qu'ils célèbrent de manière très superficielle. L'usage de Kant sous le Troisième Reich est vraiment très intéressant. Dès 1919, la paix de Versailles apparaît comme l'inverse de la paix, puisque c'est un diktat. De fait, on a intimé aux Allemands de... Oui, ça a été vraiment la bêtise d'arrogance du traité de Versailles. Ça a été, c'est que, et on peut parler, est-ce qu'on peut parler d'un péché originel de la Société des Nations? Mais en tout cas, qui préfigure beaucoup aussi ce qui va avoir cours dans la Société des Nations. Comme on disait, c'est beaucoup d'administration coloniale en fait dans la Société des Nations. Il y a beaucoup, c'est le droit colonial qui s'applique et on décide comment on se partage le gâteau des empires continentaux, etc. Enfin, les mandats coloniaux au Levant, je vous en ai parlé, je reviens pas là-dessus. Mais c'est ça, c'est que ils ont traité l'Allemagne comme une colonie, puisque ils se sont comportés comme les vainqueurs qui se partagent les miettes d'empire qu'ils ont réussi à démanteler, et donc ils ont traité l'Allemagne comme une de leurs colonies aussi, tu vois. Et donc tu as vraiment ce truc-là de péché originel qui donne le ton aussi des échecs de la Société des Nations, quoi. On est d'accord que les Français ont été les plus gros forceurs pendant le traité de Versailles. Les Français ont été des gros forceurs, oui. Ils ont été les gros forceurs parce qu'ils pouvaient dire on a été les premières victimes des Allemands, etc. Mais ça a bien arrangé les autres. Signé sous la menace de la reprise des combats, à un moment où les Allemands avaient entamé leur démobilisation, puisque le 11 novembre 1918, oui, l'armistice est signé sur la garantie de l'application des 14 points du président Wilson, c'est-à-dire sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, sur une démocratie internationale. Je trouve ça fascinant quand même, les fameux 14 points de Wilson, où il dit « Ah, c'est génial, etc. » Il fait voter le bail, il retourne aux États-Unis, il propose ça à son parlement qui dit « Va te faire foutre, on signe pas ça. » Oh là là, cet échec. Sur une diplomatie transparente. Les Allemands se sont fiés à ça pour signer l'armistice. Et dès le 12 novembre 1918, quand les Autrichiens eux-mêmes ont voté l'Anschluss, c'est-à-dire leur attachement à l'Allemagne, les puissances ont dit non, en violant ouvertement la promesse de l'application des 14 points du président Wilson. Et tout ça s'est prolongé. Oui, typiquement, El Famoso droit des peuples. Typiquement, voilà, le concept de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est ce qui a été le ferment de beaucoup de luttes d'indépendance contre les empires continentaux. Je pense notamment à la Grèce, etc. etc. C'était un outil politique très important dans le cadre d'une décolonisation vis-à-vis des empires, et c'est encore très utile d'un point de vue décolonial. On en parle beaucoup pour la Palestine, notamment récemment. Mais le problème, c'est que ça arrive à un point d'achoppement, c'est comment est-ce que tu définis un peuple? Est-ce que, et typiquement pour parler de l'Ukraine, très bon exemple de comment le fameux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est utilisé contre les Ukrainiens, contre le pays de l'Ukraine, puisque ils vont dire ouais mais les minorités russophones c'est le peuple
peuple russe, donc c'est à nous, tu vois? Et le problème, c'est que du coup, ça entretient aussi une vision de l'État-nation purement ethnique, puisque si un peuple a le droit à sa nation, dans ce cas, qu'est-ce que tu fais des espaces dans lesquels naturellement les peuples se sont mélangés? Qu'est-ce que tu fais, et cetera, et cetera. Donc la question de faire peuple, de la définition du peuple et même des définitions concurrentes du peuple est la première contradiction du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc ça, tu vois, ça fait partie vraiment, on parlait de la non-violence tout à l'heure, ça fait partie des grands principes qui sont très jolis sur le papier, mais qui, bon, en réalité, une fois face à la pratique, peuvent être utilisés contre eux-mêmes, quoi. Oui, ou le droit à la sécession, exactement, comme en Catalogne. Si tu décrètes que en Catalogne se constitue un peuple catalan distinct du peuple espagnol, qu'est-ce qui t'empêche de faire de la sécession? Alors l'Espagne va dire non, le peuple espagnol est uni, les Catalans vont dire non, nous sommes un peuple catalan, et du coup qui décide? Ça posait plein de problèmes au Moyen-Orient, en Anatolie, au Caucase, cette idée de peuple égale nation. Bah oui, de fou. Encore une fois, ça a été un instrument politique utile dans les cadres de décolonisation, mais bah déjà une fois l'indépendance ou l'autonomie acquise, bah qu'est-ce que tu fais de la diversité du peuple que tu as, et comment est-ce que tu fais pour que, tu vois, genre ça devient une arme à double tranchant, quoi. Jusqu'au 28 juin 1919, où un traité de paix a été signé sous la menace, en violant non seulement les promesses de novembre 1918, mais les principes élémentaires même du droit international. C'est-à-dire qu'il y a eu une conférence à Versailles entre vainqueurs et sans le vaincu. C'est la première fois depuis qu'on fait des conférences internationales, c'est-à-dire depuis 1644, les conférences de Westphalie de 44 à 48, puis les conférences de Vienne 1814-1815, c'est la première fois que toutes les parties ne sont pas représentées. Donc déjà, c'est problématique. Et ensuite, comme le dit l'adage international, etiam hosti fides servanda, on doit aussi le bénéfice de la bonne foi et du respect de la parole donnée à l'ennemi, ce qui n'a pas été le cas. Et c'est là que, par exemple, quand un Mélenchon il dit c'est avec ses ennemis qu'on fait la paix, t'es en mode oui, en fait oui. Là, le problème c'est que le traité de Versailles, ils n'ont pas fait la paix avec leurs ennemis, ils ont fait la paix entre eux. Dès lors, toute la droite allemande, mais pas que, critique le traité de Versailles et refuse sa légitimité. Et donc la légitimité du droit international, donc la légitimité de la SDN. Et l'association des trois termes Versailles, Weimar, avec la création de la démocratie, et Genève, est faite dès l'été 1919. Autrement dit, c'est foutu dès le départ. Oui, puisque la République qui émerge, la République de Weimar qui émerge après la guerre, du coup, endosse le fardeau de l'humiliation du traité de Versailles et du coup, est déjà une République humiliée. La droite et l'extrême droite, évidemment, mais aussi la gauche, puisque c'est la gauche qui est au pouvoir à ce moment-là. Le chancelier Scheidemann, Philippe Scheidemann, qui est social-démocrate, qui a proclamé la République en novembre 1918, démissionne parce qu'il refuse, en juin 1919, de signer le traité de Versailles. Il dit même que la main qui signera ce traité se dessèche. Personne ne veut signer cette infamie. Il y a aussi beaucoup de critiques du côté des Alliés. Keynes critique le traité de Versailles. Keynes très visionnaire sur les conséquences désastreuses du traité de Versailles. Personne n'écoutait parce qu'ils étaient trop occupés à le traité de Salpé. Fact. Mais oui, bien sûr. Maréchal Foch aussi dit que c'est à peine un armistice pour 20 ans, c'est pas un traité de paix. Et dès lors, la relation des nazis au droit va être évidemment informée par tout cela. Et la critique qui va être formulée à l'égard du droit international, c'est de dire que, au nom de principes universels, au fond c'est très moderne, c'est des choses qu'on entend encore aujourd'hui, au nom de principes universels, en réalité, on a poussé l'avantage tout à fait particulariste, tout à fait égoïste de puissances occidentales qui ont poussé leur avantage contre l'Allemagne en faisant non pas un traité de paix, mais en perpétuant la guerre par d'autres moyens. Et encore une fois, c'est un truc très colonial, quoi. De fait, ils ont imposé les mêmes inégalités fondamentales de traitement et la même idée on va imposer au nom de notre universalisme, on va t'imposer quelque chose que tu ne veux pas. La paix de Versailles n'est pas une paix, c'est une continuation de la guerre par d'autres moyens. Autrement dit, le rapport nazi à la norme est un rapport très critique. La norme internationale, elle est, démonétisée et contestée dès le départ, puisqu'elle n'est pas valide dans son avènement comme dans son principe. Et pour ce qui est du droit interne, les nazis considèrent que le droit allemand est beaucoup trop imprégné de droit français. C'est normal, c'est le code Napoléon, c'est le code civil français qui s'est diffusé à toute l'Europe au XIXe siècle. Et dès lors, il faut changer les normes internes. Les normes internationales, on ne les respecte pas parce que c'est des normes des ennemis. Et les normes internes doivent être changées, puisque il faut revenir contre la tradition de droit romain à une tradition de droit germanique orale, spontanée, instinctuelle, purement jurisprudentielle, avec des magistrats non professionnels. Oui, on voit aussi dans tout ce qui décrit du droit germanique, oral, spontané, etc., ce fantasme de ce lien de transcendance avec la population, c'est-à-dire qui émergerait naturellement du caractère spécifique et unique de la race germanique, etc. On voit comment ce fantasme
fantasme du droit germanique se fait aussi dans un présupposé de suprématie raciale, quoi. Et le côté anti-intellectuel, c'est vrai, il y a aussi ça, qui permet aussi de neutraliser les magistrats comme contre-pouvoir, etc. La naturalisation du droit et donc la légitimité des actes fascistes. Exactement. Exactement, puisqu'en fait, c'est une façon de sortir le droit de la discussion politique. Bon, alors évidemment, j'imagine que des lois sont également votées, etc. Enfin voilà, il y a aussi une délibération politique pour voter les lois. Mais dans le cadre de la branche judiciaire, essayer au maximum de dépolitiser et de naturaliser l'application. On conteste évidemment la notion même de magistrature, déjà à l'époque. C'est la question que je me posais. Comment ça a évolué? Quel est l'état de la magistrature en Allemagne? Est-ce qu'il y a une résistance qui existe? Est-ce que ça fonctionne un peu comme le droit français avec un parquet, des juges, etc., y compris dans les affaires criminelles qui n'ont rien de politique? Quelle est l'histoire de cette magistrature? Alors l'organisation judiciaire allemande, prussienne puis prusso-allemande, est fortement imprégnée de droit français et inspirée de l'organisation judiciaire française, pour les mêmes raisons, de diffusion des principes français napoléoniens à l'Europe. Il y a des juges d'instruction, il y a un parquet, etc. Et il y a aussi un code civil et un code pénal, c'est-à-dire un droit écrit. Ce que contestent les germanistes en droit, c'est-à-dire que le droit ne doit pas être écrit, il doit être purement jurisprudentiel, comme la common law en Grande-Bretagne. Oui, finalement, c'est les États-Unis, du coup. Enfin, alors, évidemment, il n'y a pas que du droit jurisprudentiel, mais la jurisprudence occupe une immense partie de l'écriture du droit. Ça doit être un droit purement jurisprudentiel qui s'origine non pas dans des principes universalistes, codifiés, fixés, et dès lors suspects d'être morts. USA et Canada, sauf le Québec, est calqué sur le droit français. Ça, je trouve ça fascinant, la façon dont même dans les différents pays anciennement colonisés, tu retrouves ce genre de transplant juridique. Et même pas que, qui correspondent même pas que forcément au pays qui t'a colonisé, parce que c'était un exemple qui était celui du Brésil. C'était l'exemple que j'avais eu en droit constit à l'époque, qui disait que le Brésil, c'était un exemple de transplantation constitutionnelle des États-Unis. Et qu'en fait, il y avait plein d'aspects de la constitution brésilienne qui s'inspiraient de la constitution états-unienne, et en fait que tu retrouves des formes de transplantation avec des adaptations locales, etc. Enfin, bref. Du coup, une grande partie du droit africain, c'est une copie du droit français. Ça, c'est fascinant, je trouve. Au fond, abstrait, mais qui doit s'originer dans le libre instinct, la libre inspiration d'une race saine de corps et d'esprit, qui n'a pas besoin de faire des études de droit pour décider d'un conflit de voisinage ou pour rendre un arrêt de mort, puisque ça s'impose par le bon sens populaire. Et on retrouve du coup l'anti-intellectualisme dont on parlait. Der gesunde Menschenverstand devient... C'est ça, parce qu'à chaque fois, il dit le truc en français, et après quand il le redit en allemand, ça fait tout de suite plus nazi. Mais c'est peut-être parce qu'on est un peu germanophobe, et c'est ok. Des sources du droit sous le Troisième Reich. Il y en a 3. Le programme du parti, qui n'est jamais respecté, la volonté du Führer, puisque seul lui a compris la logique de la biologie et la logique de l'histoire, et troisième source, le bon sens populaire, puisque on sait spontanément, instinctivement, ce qui est bon pour la race quand on doit rendre un verdict. Oui, donc en gros, ça veut dire qu'il n'y a pas de règle fixe de laquelle la population peut se prévaloir pour lutter contre la tyrannie. C'est aussi ça, c'est-à-dire que cet anti-intellectualisme, le truc de « oh, le programme du parti, le bon sens populaire, la volonté du Führer », c'est des trucs qui sont très flous et très mouvants, et donc qui ne sont jamais des bases, qui ne peuvent jamais être utilisées politiquement pour défendre des minorités, pour le peuple, pour se défendre, etc. etc. Enfin, voilà. Ça ne peut jamais être utilisé contre l'État. Donc, dans cette mesure-là, on n'a pas besoin de code civil, au contraire, on doit dégager ça, on n'a pas besoin de code pénal non plus, et dès lors, on n'a pas besoin de magistrats professionnels. Et dès 1934 est créé le Volksgerichtshof, le tribunal du peuple, qui doit consacrer institutionnellement ce principe-là. C'est-à-dire que désormais, les cours doivent être composés de profanes, ce qu'on appelle des Laien, des gens issus du peuple qui vont rendre leurs arrêts au nom du peuple. Ça permet une flexibilité politique au régime. Bah oui, de fond. Ils n'ont pas à rendre compte d'une droite ligne qui suivent fidèlement, etc. Ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, quoi. Les magistrats sont licenciés, Alors non, de fait, ça ne va pas se passer comme ça. Il y a un double système qui se met en place, voire un triple système. La magistrature reste en place et continue à faire son travail, en matière civile comme en matière pénale. Tu as ensuite le système des tribunaux spéciaux et de la Cour du peuple, qui sont composés de 2 magistrats professionnels et de 3 assesseurs, issus du peuple, dit-on, mais en fait, ce sont généralement des fonctionnaires locaux du parti, des policiers, des membres de la Wehrmacht. Oui, c'est-à-dire que ce que tu peux décréter comme étant le peuple, c'est aussi à la gueule du client, quoi. C'est en mode, ah, t'es inscrit au parti, bah tu es l'assesseur du peuple. Quoi, eux, c'est des crimes politiques ou... Ce qui est intéressant, c'est qu'une série d'ordonnances d'exception vont faire tomber sous la juridiction de ces tribunaux spéciaux un contentieux croissant.
C'est-à-dire qu'au fond, à partir de 1938 puis 1940, beaucoup de délits et de crimes vont tomber dans l'escarcelle et sous la juridiction des tribunaux spéciaux au nom de la défense nationale, au nom de l'état d'exception, au nom des nécessités de la guerre. Et oui, et c'est intéressant, c'est que si la militarisation de la société fait que du coup, il y a aussi encore plus toute discrétion rap, il y a un crime, c'est un juif, bon, on va le juger dans un truc où on est sûr qu'il sera condamné à envoyer en camp. Enfin, tu sais, genre, il y a des trucs où l'arbitraire et l'autoritarisme, pardon, d'État trouve aussi son compte et sa fluidité, quoi. Imagine ta peine de mort est jugée par le plateau de CNews. L'enfer. T'imagines, c'est Pascal Praud. T'imagines, tu vas à ton tribunal, etc. Et là, t'as Pascal Praud, c'est l'assesseur, il dit je fais partie du peuple, je suis neutre. L'enfer. En gros, quand tu voles un sac à main à une vieille dame le soir, au moment où on a coupé les lumières contre les bombardements, eh bien, c'est une circonstance aggravante qui te fait tomber non pas devant une juridiction normale, pour un larcin, pour une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, mais tu comparais devant un tribunal spécial avec la peine de mort au bout. Je vois le truc. Je vois comment ça peut être justifié. En mode, le truc qui est fait pour protéger le peuple, c'est-à-dire l'extinction des feux, est utilisé pour léser le peuple, c'est-à-dire voler quelqu'un. Donc c'est un crime contre la sécurité nationale, puisque ça fait que les gens ne vont pas avoir confiance en le couvre-feu, et du coup ça divise le truc. Je vois très bien le truc de comment, au nom de la défense de l'intérêt national et de la sécurité nationale, bah du coup, toute petite rupture. Parce qu'un petit vol, un vol de sac à main, c'est une micro-rupture dans la société. Si on veut parler des crimes et délits comme des ruptures et des déchirures sociales, bah, c'est une micro-rupture. C'est que pécunier, tu vois. Genre, c'est ok, d'accord, t'as la thune dedans, t'as tes papiers, etc. Mais c'est quelque chose qui se répare, tu vois. Mais du coup, toutes les micro-déchirures de la société deviennent des crimes contre la société, puisque l'existence même de cette déchirure de la société va à l'encontre de l'idée qu'elle soit une, en bloc, unie, etc. etc. quoi. Et ça empêche les actes de désobéissance civile qui se voudraient discrets. Exactement. Puisque tu as utilisé la circonstance de la guerre pour subtiliser son sac à la vieille dame. Tu vois, ce genre de procédure. Donc, il y a deux systèmes parallèles. Et il y a un troisième système, dès février 1933, qui est le système policier. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous alerter aujourd'hui, c'est que on a dévitalisé de plus en plus les juridictions normales au profit des procédures administratives, sur le fondement de plusieurs ordonnances d'exception, 4 février 33, 28 février 33, de plus en plus de délits, de crimes, voire de simples contraventions, de simples infractions, vont être traités directement par la police. Et ça, c'est vraiment... Foucault, qu'est-ce qu'il disait? À quoi servent les juges? Les juges servent à valider l'action de la police. Bah du coup, s'ils servent qu'à valider l'action de la police, bah autant se débarrasser des juges et tout faire traiter par la police directe, quoi, comme les nazis. Et ce régime-là, c'est le régime du camp de concentration. Et c'est un régime d'ailleurs qui est en sécurité des tribunaux normaux. C'est comme ICE en fait. Parce que ICE, c'est un régime de détention administrative, comme les CRA, comme les centres de rétention administrative, qui amène du coup une incarcération massive, les camps de concentration, etc. C'est assez intéressant de rappeler que c'est de l'action policière administrative purement, qu'il n'y a pas de jugement qui va t'amener en camp de concentration. Enfin, peut-être qu'il y en aura, peut-être que tu peux être jugé et condamné à... mais généralement, tu te fais récupérer par la police et ils disent tu vas là, c'est administratif, t'as juste à remplir un papier, quoi. Tout ce qui échappe au judiciaire, en gros. Ouais, et donc tout ce qui échappe au droit à la personne de se défendre et donc à la reconnaissance préalable de ses droits individuels et de sa présomption d'innocence, etc., etc. Tout ce qui reconnaît l'humanité de la personne est d'ores et déjà neutralisé puisque administrativement, tu es déjà placé dans une case où on peut disposer de toi. Ça rappelle l'Assemblée nationale qui vote récemment pour la surveillance algorithmique dans les commerces avec l'argument les commerçants le font déjà. Oui, de fou, l'imposition du déjà là. Ouais. J'en reviens à ta première question sur la magistrature allemande. La magistrature allemande est une magistrature de droite dure, comme en France à l'époque. Ça a une raison sociologique simple, c'est que sont issus des universités de droit des gens qui sont sursélectionnés socialement. Oui, c'est des gens qui viennent de la bourgeoisie, qui sont tous déjà à minima dans le parti conservateur, je sais plus comment ils s'appelaient sous les nazis, mais oui. La police qui force le droit avec ses drones en manif et l'État, bon c'est ok maintenant. Oui, c'est ça. Le plan dans le miroir me terrifie, oui. Mais en fait,
fait, il y a des moments où je le trouve génial et il y a des moments où je le trouve vraiment une canie. À l'université en Allemagne, tu as des professeurs d'Ancien Régime, des professeurs de droit qui t'expliquent que la Constitution de Weimar est une infamie, c'est une création judéo-libérale ou judéo-communiste et que c'est à balayer le plus vite possible. Bref, tu vois un petit peu le type de formation que tu reçois. Donc la magistrature allemande est une magistrature comme en France à l'époque, socialement et intellectuellement située d'un certain côté. Mais il n'y a pas de conseil constitutionnel comme en France, où il n'y a pas de juridiction Non, alors il y a un système très complexe, qui est le tribunal du Reich de Leipzig, qui a été créé en 1919. Islamo-gauchisme et the new judéo-bolchevique, c'est vraiment pas... Ah non, mais totalement. Hein. C'est vraiment... c'est totalement ça, oui. Et d'ailleurs, faut s'attendre à ce que la 6ème République soit qualifiée par les profs de droit de république islamo-gauchiste. Pas de pouvoir comparable au Conseil constitutionnel. Parce que ça garantit le droit, et en t'écoutant, j'ai repensé à ces manifestations de syndicats de police en France qui tenaient des propos complètement contre l'état de droit, en quelque sorte. Souvenons-nous que cette fameuse manifestation dans le Palais Bourbon, il y avait le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, il y avait le préfet de police de Paris, et il y avait plein de responsables politiques. Dans mon souvenir, il n'y avait que les responsables politiques de la France Insoumise qui n'étaient pas allés à cette manifestation. C'est nous, bah oui, parce que c'était littéralement la police qui faisait un coup de force contre l'Assemblée nationale avec l'aval du du ministre de l'Intérieur. Donc c'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur a fait un peu une Donald Trump le 6 janvier, tu vois. En mode, vous êtes des bons gars, continuez, je suis d'accord avec vous, vous pouvez pousser, je vous soutiendrai jusqu'au bout, quoi. Et rappel, il y a eu Roussel, il y a eu Olivier Faure, il y a eu les écolos, tout le monde s'est mis dans cette forfaiture, sauf nous. Hein. Même les socialistes et les écologistes, c'était hallucinant, avec des propos ouvertement séditieux. Les cadres de l'UCL, ils n'y étaient pas. Oui, voilà. Oui, et l'extrême gauche, bien sûr. Mais bon, encore heureux. T'imagines, il y a Hello qui se ramène, qui proposait un droit de regard de la police sur la justice. Oui, ça c'est une folie. Qui est d'ailleurs la réclamation d'Alliance. Enfin, Alliance veut faire comme les nazis, globalement. Ils veulent que la police ait un droit de regard sur la justice, puisse... Déjà, le fait que le témoignage d'un policier aura toujours plus de poids que le témoignage d'un mis en examen ou de quelqu'un qui est jugé, quoi. C'est déjà un petit peu un truc de nazi. Et ensuite, ouais, la police réclame de pouvoir rendre justice aussi. Bah, typiquement, le permis de tuer, globalement. Les refus d'obtempérer où ils butent des gens en s'en battant les couilles, c'est une façon pour eux d'exercer un droit extrajudiciaire, extra-légal, quoi, pour lequel ils seront récompensés, quoi. Police, je cite de mémoire, c'est la Constitution et c'est la magistrature. Il faut être clair, alors soyons clairs. Le problème de la police, c'est la justice! Et pour revenir à la magistrature... Et voilà, ça, le problème de la police, c'est la justice. C'est vraiment, je pense que Foucault a tellement tourné dans sa tombe qu'on pourrait en faire une batterie éternelle, tu vois. Alors c'est vraiment, genre, ça peut faire de l'électricité pendant des millénaires, ça. C'est le problème de la police, c'est la justice. Donc la seule digue théorique contre le pouvoir arbitraire de cette bande de fascistes, quoi. C'est la turbine, c'est après le pendule de Foucault, c'est la turbine de Foucault, là. Ce sont des gens qui ne sont pas favorables à la notion de justice en soi, ni certainement à la gauche, mais à partir de 1933, ils vont continuer à faire leur travail. Ce sont des fonctionnaires qui respectent le code de procédure pénale, qui respectent le code pénal et le code civil. Et ça ne va pas assez loin pour les nazis. Et l'exemple paradigmatique, c'est l'exemple des incendiaires du Reichstag, du procès de Leipzig, justement, à l'automne 1933, où les magistrats, qui sont des magistrats professionnels de la cour de Leipzig, vont, encore une fois, respecter à la fois le code de procédure pénale, la police de l'audience, qui vont rabourer Göring lorsque Göring parle trop fort, qui vont donner la parole à Dimitrov, comme c'est prévu dans la norme du procès équitable. Et ça va être une catastrophe pour les nazis, ce procès-là. Oui, parce que les mecs qu'ils avaient accusés étaient innocents. La faute des gauchistes d'après Plenel, oui, ça. Bref, Plenel. On rappelle que Mediapart a été créé suite à un appel à levée de fonds de Ségolène Royal. Et dès lors, le système administratif, policier, camp de concentration qui avait été mis en place dès février 1933 va fonctionner à plein régime en garantie, en sécurité de la défaillance des tribunaux. C'est-à-dire que les tribunaux, qui ne sont pas peuplés par des gauchistes, vont continuer à faire leur travail en respectant les normes, donc parfois vont relaxer des gens qui avaient été accusés par les nazis. Et bien, à la sortie de l'audience, tu as la Gestapo qui est là pour t'accueillir toi, prêt à relax, et pour te conduire aimablement vers le camp de concentration le plus proche. C'est ça. Si la Gestapo est pas contente de la façon, mais c'est comme Ice, c'est
c'est vraiment exactement pareil que Ice, qui cueille les gens à la sortie de leur audience de régularisation, que même quand tu sors de ton audience de régularisation avec tes papiers, en mode c'est bon, j'ai le droit de rester sur le territoire, t'es chopé par Ice et t'es envoyé en camp de concentration. C'est vraiment une folie à quel point Ice c'est des putains de nazis. Et à quel point, by the way, on a un système pas encore aussi violent en termes de déploiement policier, mais où le régime des OQTF c'est la même chose. On sait très bien qu'il y a des quotas administratifs, que quand tu vas te régulariser, l'administration fait tout pour t'empêcher de te régulariser, et que du coup à partir du moment où tu demandes de te régulariser, c'est que t'es pas régulier, si t'as un retard sur ton truc, etc. Donc ça veut dire que la police peut choper, la police aux frontières, la PAF, peut choper facilement des gens irréguliers. Bah oui, en fait c'est pour ça qu'ils se régularisent en fait, donc ils corrigent une irrégularité de droit. Et donc il y a à la fois, ils profitent à la fois des quotas où de toute façon on veut régulariser personne, et en même temps du fait que par le fait même de chercher à te régulariser, ça veut dire que tu es illégal et que du coup on peut te choper quand tu veux. Et en fait c'est ça, le régime des OQTF c'est exactement ça, c'est ce qui va permettre administrativement après à la police de récupérer ça. Pareil, elle offrira aussi de fou. Donc ouais, niveau administratif, on n'a pas ce phénomène-là de Ice qui fait les gros bras, etc. Mais fondamentalement, ça fonctionne de la même façon. Quoi, les sous-effectifs dans le service public auraient un but? Mais non. Il y a les sous-effectifs qui ont pour but aussi d'encourager encore plus les travailleurs administratifs de ne pas traiter les dossiers et de respecter les quotas extrêmement bas de régularisation, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, t'as pas le temps de tout traiter. Rappel de l'article sur l'asile. Oui, rappel de l'article que j'avais lu sur les juges du droit d'asile et leur racisme crasse envers les personnes en audience. Après la chute du nazisme, le procès de Nuremberg, etc., comment la magistrature s'est reconstituée, comment un idéal de justice a pu prendre forme ou pas, parce qu'après, les Allemands ont dû se juger eux-mêmes. Ça pose vraiment des questions très complexes, y compris d'organisation et d'engagement personnel. C'est des juges rouges. Non mais après, l'extrême droite c'est des cons, ils voient des juges, ils sont habillés en rouge parce que c'est leur tenue de magistrat, ils disent c'est les juges rouges, c'est le rouge du communisme, alors que c'est le rouge du magistrat. Bref, bon. Il y a déjà des descentes et coordinations de policiers pour choper des illégaux. Ouais, bien sûr, de fou. Mais encore une fois, une des raisons pour lesquelles Ice a rencontré autant de résistance populaire, c'est déjà d'une parce que Trump est au pouvoir et que forcément c'est plus facile de faire bouger les gens quand ils ont le grand méchant loup qui est au pouvoir. Et là, ils peuvent vraiment se dire que le méchant est au pouvoir, donc on est dans une situation où il faut qu'on agisse. Sous Biden, il expulsait à tour de bras aussi, il s'en battait les couilles. Il y avait des gens qui s'opposaient, mais ils étaient clairement pas aussi nombreux. Et aussi parce que le premier crime que Ice a commis, c'est de déporter des citoyens états-uniens. C'est aussi ça. Bon, évidemment, déporter des étrangers, etc., t'avais déjà des gens qui étaient en solidarité, mais c'est à partir du moment où ils ont buté des citoyens états-uniens qu'on a pu prouver qu'ils avaient déporté des citoyens états-uniens et qu'il y avait des méthodes visibles dignes des pires milices fascistes, qu'en fait c'est que esthétiquement ça ressemblait déjà à ce que faisaient les milices fascistes, et en plus ils ont osé toucher aux nôtres, entre guillemets, qui étaient les bons citoyens, qui n'avaient rien fait. On recentrait où sont les plus à gauche. Comment ça s'est passé? Il y a deux choses. Le procès de Nuremberg a été vécu par la population allemande de manière générale comme une sorte de Versailles bis. Le mot qui revient à l'époque, c'est Siegerjustiz, justice de vainqueur. C'est pas une vraie justice, c'est un tribunal militaire international qui impose des normes de manière rétroactive, qui crée des délits ou des crimes qui n'existaient pas, comme le crime contre l'humanité. Enfin bref, c'est quelque chose qui est très contesté, puisque ce sont les alliés, les vainqueurs, qui jugent les vaincus. Et donc le procès de Nuremberg est très mal vécu dans la population allemande. Pour ce qui est de la justice pénale et civile normale, elle obéit au même type de régime, au fond, que tous les cadres et toutes les élites ouest-allemandes. Je parle bien de l'ouest et pas de l'est. En Allemagne de l'ouest, on passe quasi immédiatement, dès l'été 1945 en réalité, dans une configuration de guerre froide. Et désormais, l'ennemi ontologique, ce n'est plus le nazi, c'est le communiste. Ce qui est une continuation du nazisme. Les nazis peuvent d'autant plus facilement se recycler dans la société allemande post-Seconde Guerre mondiale qu'un truc qui n'a pas bougé depuis les nazis, c'est l'anticommunisme. Et que du coup, je trouve ça aussi fascinant, la façon dont la non-dénazification de l'Allemagne s'est fait aussi par nécessité dans la guerre froide, tu vois, en mode, on était tellement terrifiés du communisme que la nazification de la classe dominante était tellement déjà, quoi qu'il arrive, avancée, acceptée et acquise, que bon, c'était pas compliqué de switch et de dire non, enlève le judéo, le problème c'est les bolcheviks. Et puis de toute façon les judéos, on va les empêcher de revenir chez nous, on va leur faire un petit état comme ça à la con, on va bloquer le retour des réfugiés et puis tout ira bien, vous aurez plus trop à en voir. C'était un peu la non-dénazification, c'était ça aussi, une forme de continuité. Il n'y a que la magnifique République démocratique allemande qui a été dénazifiée. Ouais, elle a été bien plus dénazifiée, je dis pas qu'elle a été entièrement dénazifiée, il a dû en rester qui passe entre mailles du filet, mais en effet les communistes allemands étaient beaucoup plus en même temps, ils s'étaient fait interdire par les mêmes, etc. Bon, ils
avaient un peu des noms dans la tête, quoi. Ils étaient en mode Arya Stark avec sa liste de noms tous les soirs dans leur camp de concentration. Donc ouais, eux, ils avaient conscience aussi que, bon, il y avait Judéo, il y avait aussi bolchevique, tu vois, et que eux, c'était les bolcheviques. D'ailleurs, le chef du plus grand syndicat du patronat allemand, post-1945, était Hans Martin Schlager. Schlag. C'était pas le seul... c'était pas le seul. Dans bon nombre d'administrations en Allemagne de l'Ouest, il y avait d'anciens nazis. Ouais, de fou. L'URSS n'était pas assez antisémite. Si. Il y avait de l'antisémitisme en URSS. Je pense en Allemagne de l'Est, il en restait quand même pas mal. Bon, je vais pas non plus faire genre que parce qu'il était communiste, il avait parfaitement compris que les juifs c'était ok, tu vois. Ça arrangeait un peu tout le monde. Lire Histoire globale de la RDA de Nicolas Offenstadt. Les chiffres sont parlant sur leur pourcentage de fonctionnaires qui étaient d'anciennement nazis. Ouais. Quand on lit les textes des nazis sur certains sujets, ils parlent des communistes, voire des démocrates avant de parler des juifs. Oui, c'était en fonction des priorités des uns et des autres. Mais in fine, c'est quand même les juifs qu'ils ont exterminés. On voit très bien qu'en Allemagne de l'Ouest, dans la magistrature, dans l'hôpital, dans l'université, dans la police, dans l'armée, dans les services secrets, dans la haute fonction publique en général, comme dans le privé, les gens restent en place. Et ils sont promus, parce qu'on a besoin d'eux. C'est le cas en Allemagne, comme c'est le cas à l'étranger. Ah oui, il y a besoin très très vite de remettre sur pied un État allemand qui tienne le choc face au communisme. Alors du coup, on prend les mêmes et on recommence, quoi. Klaus Barbie, par exemple, le boucher de Lyon, chef de la police de la ZIPO-SD de Lyon, est évadé par les Américains, employé par l'OSS, il passe de la SS à l'OSS, qui devient la CIA, et ensuite il est exfiltré en Amérique latine lorsque la justice française commence à s'intéresser d'un peu trop près à son cas. Hip hip! Hip hip! Sieg! Incroyable cette vidéo. Ah, les réflexes sont la peau dure, hein. Oh là 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 là. Incroyable. C'est quoi ça? Non, mais je crois que c'est un humoriste qui s'amuse à jouer avec son public et qui est en mode si je vous disais que vous répondez mais normalement vous devriez pas dire ça. On a eu besoin, encore une fois, de toutes les bonnes volontés, de toutes les compétences pour combattre le communisme. Et dans la magistrature, c'est le cas. On a des gens, des juges de profession, des juges professionnels qui ont siégé dans les fameux Sondergerichte créés en 1933 et dans la fameuse Cour du peuple. Et ça faisait bizarre pour les anciens magistrats, travailleurs de l'administration, etc., juifs, qui ont pu revenir, ont pu se réinstaller en Allemagne, ou quand ils ont repris leurs fonctions, ils se sont retrouvés avec les mêmes anciens collègues qui les avaient dégagés. Je pense qu'ils ont dû rire jaune, je pense. 1934, qui se sont rendus coupables d'infamie à l'égard du droit, et qui ont été des criminels, et qui, après 1945, restent en poste. En tout cas, donc la lettre D, très intéressante sur le droit. J'avoue que je suis légèrement frustré. Je sentais qu'on pouvait faire un encore plus gros deep dive sur le système juridique, notamment parce que comment aussi les nazis ont déweimarisé une grande partie. Je pense, c'est mon obsession sur les droits LGBT, tu vois, mais il y avait des mouvements politiques contre la criminalisation de l'homosexualité, par exemple, qui ont abouti sous Weimar à un certain régime de tolérance, avec le fameux Berlin, le Berlin fou, avec le Berlin des folles, avec les homosexuels, avec Magnus Hirschfeld, qui du coup dans la République de Weimar avait réussi à négocier un espace un peu de liberté, qui s'est retrouvé tout de suite rétréci sous l'Allemagne nazie. Mais du coup je pense que ça rentre dans ce qu'il expliquait du rôle de la police et de l'administration, parce qu'en fait c'est vrai que c'était beaucoup des régimes administratifs. La mise en camp des homosexuels, souvent soit c'était uniquement pour homosexualité, et beaucoup c'est une double peine liée à leur judéité ou liée à leur militantisme communiste ou socialiste. Mais en vrai oui, je pense que ça rentre dans ce qu'il a expliqué sur le fait que la police globalement foutait les gens dans les camps comme ils voulaient, quoi, en vrai. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager, comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.